Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité judiciaire. C'est l'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Ensemble, nous revisitons les affaires qui ont marqué l'histoire du crime ou l'actualité. Chaque semaine, avec Jean-Marie Bordry. Notamment. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Victor Lefebvre également. Bonjour Stéphane Simon. Rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles, la revue de Max Guys, le youtubeur aux 2 millions d'abonnés. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir parler de cette revue. D'ailleurs, beaucoup de choses à dire qui nous intéressent. On va y revenir. Victor Lefebvre, si vous deviez, comme ça, pour mettre en bouche, choisir 5 sujets à lire dans cette revue, ce serait quoi le top 5? C'est difficile de faire un choix parce que c'est très dense. Il y a beaucoup d'articles. Il y a 2 articles écrits notamment par Max Guys. Un sur le japonais cannibale. Souvenez-vous, on en avait parlé ici. C'était en 1981. Issei Sagawa à Paris, qui a tué une de ses camarades de classe. D.B. Cooper, le pirate de l'air américain en 71, qui a disparu. Tiphaine Véron, qui a disparu au Japon en 2018. C'est un cold case qui est à Nanterre. Les frères Jourdain en 97 dans le Pas-de-Calais. Puis aussi un grand entretien avec Dominique Rizet, l'ancien, le chroniqueur emblématique de Faites entrer l'accusé. Bien sûr. Et alors aujourd'hui, ça tombe bien, nous accueillons un visage connu des téléspectateurs de France Télévisions, Frédéric Lantieri. Bonjour Stéphane. Voilà, on voulait vous faire un petit hommage. Faites entrer l'accusé. Vous avez présenté ce magazine entre 2011 et 2020. Oui. Grand moment. Oui, une centaine d'émissions, au moins. Peut-être même un peu plus. Alors ensemble, on va parler des profileuses de la gendarmerie. Elles existent, vous les avez rencontrées. C'est justement à découvrir dans cette revue Affaires criminelles, en kiosque actuellement. Mais nous allons aussi revenir sur une des affaires dont on parle en détail. C'est le meurtre d'Agnès Marin au collège Sévenol. Et ça tombe bien parce que c'est aussi une affaire que vous aviez eu à traiter dans Faites entrer l'accusé. Oui, et qui m'avait beaucoup marqué, parce qu'il y a des affaires qui nous marquent plus ou moins, bien sûr. Et celle-là, elle m'avait beaucoup marqué, oui. D'accord. Alors, triste anniversaire, justement. En 2024, le collège Sévenol, perdu sur les hauteurs du village de Chambon-sur-Lignon, aux confins de l'Ardèche, a commémoré, bien malgré lui, les 10 ans de sa fermeture. Vous êtes revenu sur place, Victor Lefebvre. Oui, pour la revue, exactement. Ouais. On va revenir sur les faillites de l'État, les soins psychiatriques bâclés qui ont accompagné le chemin de vie du criminel de Mathieu Moulinas, le procès, la condamnation qui a été la sienne à perpétuité dans un instant. Mais si vous le voulez bien, Victor Lefebvre, vous allez commencer par nous rappeler les faits. C'est en 2010 que l'histoire du collège-lycée Sévenol, jusqu'ici exemplaire, bascule. Le proviseur fait entrer un véritable prédateur dans l'enceinte de cet établissement scolaire situé au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Prédateur, le mot est faible. Mathieu Moulinas, 17 ans, a commis 16 mois plus tôt un viol prémédité avec arme et séquestration sur l'une de ses camarades de classe qui a réchappé de justesse à un assassinat. Moins de 4 mois après ce crime, fin octobre 2010, Mathieu Moulinas est libéré de la maison d'arrêt dans laquelle il était incarcéré. Les 4 experts psychiatriques qui examinent le jeune homme sont formels. Mathieu Moulinas ne présente aucun trouble psychotique, aucune dangerosité intrinsèque, aucune perversité profonde, aucun risque de récidive. Afin d'échapper à une détention prolongée, il doit impérativement être admis dans un établissement scolaire et inscrit à l'internat, en plus d'être suivi conjointement par un psychiatre et un psychologue. La remise en liberté est confirmée par le collège de médecins, en échange d'un simple contrôle judiciaire. Après avoir essuyé 17 refus dans différents établissements scolaires, Mathieu Moulinas est donc accepté en novembre 2010 en classe de première STG au collège-lycée Sévenol, à 220 km de son petit village natal dans le Gard. Le directeur de l'établissement a parfaitement connaissance du passé criminel du jeune homme, mais il n'en dit pas un mot. Ni au personnel éducatif, ni aux familles des autres élèves de l'établissement. Il faut dire que les finances de l'établissement, qui compte alors à peine 300 élèves et moitié moins d'internes, sont au rouge depuis plusieurs années. Il n'y a ni infirmière, ni psychologue au sein du collège. La faute à un plan social mené quelques mois plus tôt. Avant l'assassinat d'Agnès Marin, le collège jouissait d'une solide réputation. Celle d'un établissement scolaire avant-gardiste dans son approche pédagogique doté d'infrastructures novatrices. Mais en 2011, plus de 70 ans après sa fondation, le projet éducatif du Sévenol semble oublié. Depuis le début des années 2000 et à mesure que les financements se sont amoindris, le collège a perdu de son aura d'excellence pour se transformer en établissement de la deuxième chance pour adolescents difficiles.
Agnès Marin est une jeune fille gentille, sociable. Inscrite en classe de 4e, l'adolescente de 13 ans fait partie de ces élèves envoyés au Cévenol par leurs parents dans l'espoir que l'air pur et la vie en communauté l'éloignent des mauvaises fréquentations parisiennes. Mathieu Moulinas, quant à lui, redouble son année de première et reste au sein de l'établissement, en dépit de la volonté initiale du lycée de se séparer de cet élève à l'attitude provocatrice, rétif à toute forme d'autorité. Au cours de l'année précédente, l'adolescent a introduit des bouteilles d'alcool fort au sein de l'établissement, téléchargé des contenus à caractère pédopornographique au centre de documentation du lycée et entretenu des relations sexuelles quasi quotidiennement avec une jeune fille de l'internat. Le mercredi 16 novembre 2011. L'après-midi est libre, comme toutes les semaines. Agnès Marin, qui doit fêter ses 14 ans dans quelques jours, ne connaît que vaguement Mathieu Moulinas, ce lycéen de 4 ans son aîné. Au prétexte d'aller dénicher des champignons hallucinogènes dans la forêt de 15 hectares qui enserre le collège, elle accepte toutefois de suivre son camarade. Vers 17h30, alors que la nuit tombe et que tous les élèves ont rejoint l'étude, Agnès manque à l'appel. Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes de faire le mur. Une poignée d'élèves inquiets décident spontanément de partir à sa recherche dans les bois, en dépit de l'interdiction formulée par un surveillant. Ils entendent 2 hurlements qui déchirent la nuit, mais ne parviennent pas à identifier leur provenance. Quelques heures plus tard, aux alentours de 20h, Mathieu Moulinas réapparaît. Il sort de la forêt, seul. À l'aide d'une écharpe, il tente tant bien que mal de dissimuler la griffure qui balafre son visage. Sans dire un mot, le regard fixe en sueur, il s'enferme dans sa chambre à l'internat pour se doucher et se changer. Au Cévenol, tout le monde pressent que Mathieu Moulinas n'est pas étranger à la disparition soudaine d'Agnès Marin. La funeste intuition se confirme 48 heures plus tard. Mathieu Moulinas, qui faisait mine jusqu'à présent de participer aux opérations de recherche de sa camarade, finit par passer aux aveux. Sur ces indications, les gendarmes retrouvent le corps d'Agnès Marin à proximité d'un ravin dans les bois qui jouxtent le collège. La scène de crime est d'une violence insoutenable. Agnès Marin a été attachée à un arbre par Moulinas avant de subir plus d'1 heure de sévices atroces sous la menace d'un couteau de cuisine. L'adolescente a été violée puis poignardée à plusieurs reprises. L'autopsie révélera 17 coups de couteau dans le thorax et à la tête. Le supplice ne s'arrête pas là. Mathieu Moulinas asperge le corps de sa victime à l'aide d'un bidon d'essence à briquet, puis met le feu à son corps avec du bois trouvé sur place. Lors de sa garde à vue, le jeune homme fait montre d'un détachement qui sidère les enquêteurs. La retranscription de son audition devant un expert psychiatre a de quoi glacer le sang. Lorsque l'expert l'interpelle ingénument, « Vous avez fait des clés de bras sur Agnès Marin ?» Moulinas répond, imperturbable, « Non, non, des clés de tête. » Ses camarades restent eux aussi abasourdis. Comment ce garçon, décrit par un ancien élève comme parfaitement social et intégré, a-t-il pu se révéler un psychopathe capable des pires atrocités ? Les jours précédant son crime, Mathieu paraissait de plus en plus isolé, physiquement replié sur lui-même. L'adolescent déroulait machinalement son yo-yo dans la cour du collège, l'air absent et le regard figé. Le soir de la disparition d'Agnès, la responsable de l'internat est la seule adulte présente entre les murs du collège Cévenol. Ni le directeur de l'établissement, ni le responsable de l'internat ne sont joignables. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le proviseur et son adjoint prendront connaissance de la disparition d'une élève de leur propre établissement le lendemain, en milieu d'après-midi, de longues heures après le déclenchement des recherches. Moins de 2 ans après les faits, le 28 juin 2013, Mathieu Moulinas est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une décision rarissime pour un mineur en France. En 2017, l'État est quant à lui condamné pour négligence fautive en raison de la remise en liberté trop précoce et du placement de Mathieu Moulinas dans un collège mixte sans suivi approprié et en dépit de ses antécédents criminels. L'enquête montrera que l'expertise psychiatrique de l'adolescent a été confiée successivement à une thérapeute lituanienne à peine francophone, puis à un infirmier et enfin à un psychothérapeute sans diplôme. L'État sera condamné à verser 185 000 € de dommages et intérêts à la famille d'Agnès Marin. Mais une décision de justice, aussi sévère fût-elle, ne ramènera jamais Agnès. Dans un instant, nous allons nous poser quelques questions sur cet encadrement du collège Cévenol, cette faillite incroyable de l'État que sont devenus les protagonistes de cette affaire. Et nous allons en parler avec Frédérique Lantieri et nous parlerons avec elle également du métier de profileuse dans un instant sur Sud Radio. À tout.
Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles en kiosque actuellement. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours mon cher Stéphane. Du rédacteur en chef de la Stéphane revue, Simon. Victor Lefebvre. Et avec nous aujourd'hui, Frédéric Lantieri. Bonjour Stéphane. Rebonjour, 9 ans de présentation de fait entrer l'accusé. Nous a rejoint également Adrien Pelletier, spécialiste en communication. Bonjour Adrien. Alors, Victor Lefebvre, dans cette affaire du collège Sévenol que vous nous avez racontée, il y a une suite de faillites de l'État. D'abord, ce garçon a un passé judiciaire et il va être mal expertisé en détention, puis très mal encadré après sa sortie de prison. Oui, absolument. Ce qui est incompréhensible dans cette affaire, c'est l'absence et la négligence de l'État, et notamment des psychiatres qui l'ont examiné, puisqu'ils ont dit, on le racontait dans le récit de cette affaire affreuse, qu'effectivement Mathieu Molinas était considéré comme un enfant qui pouvait être réintroduit, alors que vraisemblablement il souffrait de troubles qui auraient dû mériter sa réclusion. Ouais, alors Frédéric Lantieri. Oui, alors moi je me souviens très bien en fait de cette première agression. Et cette première agression, elle est hallucinante. C'est-à-dire que le gamin à ce moment-là, il a 15 ans, d'accord ? Et il va préparer ce viol d'une façon extrêmement élaborée. Il a tout préparé, des liens, des couteaux, etc., etc. Et il dit à sa petite copine, enfin c'est même pas sa petite copine, c'est une amie qu'il connaît depuis toujours. Ah, si on allait se balader, oui, pourquoi pas. Et à ce moment-là, il lui tend un guet-apens dans la forêt, à un moment donné, donc il l'attache, il a tout prévu, les pires scénarios, c'est-à-dire que ce qu'on peut imaginer éventuellement d'un pervers extrêmement accompli qui a déjà mature, là c'est un gamin de 15 ans qui met au point un scénario redoutable et elle ne va sauver sa peau qu'en lui parlant non-stop, il avait même prévu de la tuer, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une défaillance, n'importe qui lit le dossier est sidéré, on se dit qu'un gamin qui a prévu ça dans sa tête, qu'il a à ce point réalisé, c'est qu'il y a vraiment une faille. La précocité du psychopathe, quoi. Ah oui, il y a un gros souci, oui. Et ce qui sauve cette jeune fille, c'est un coup de fil de sa mère qui l'appelle à ce moment-là, ce qui permet à cette jeune fille de se sauver, mais c'est le même mode opératoire qu'on retrouvera après sur Agnès Marron. Alors, il faut qu'on se dise quand même un mot de la direction du collège. Le principal d'abord, est-ce qu'il a été reconnu coupable de négligence et condamné ? Non, il n'a pas été condamné, mais en revanche, l'État a été condamné, donc à une amende très lourde pour négligence, faute lourde, ce qui se comprend assez facilement au vu du dossier. Et alors, Frédéric Lantieri, votre avis sur le fait qu'il ne partage pas l'information avec ses collègues, avec les enseignants, qu'il ne dise à personne finalement que le Mathieu Molinas, il faut quand même le regarder d'un peu près. D'abord, il a nié pendant très longtemps que le père de Mathieu lui ait jamais dit quoi que ce soit. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il a même refusé d'admettre ça. Il a dit, mais non, il m'a jamais rien dit, mais c'est complètement faux, etc. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'il dise, bah oui, c'est vrai, mais il va jamais dire qu'il lui a dit la totalité des faits, qu'il lui a dit de quoi était poursuivi Mathieu, mais que c'était une agression sexuelle, mais que tout le monde disait qu'il fallait qu'il soit réintroduit dans le système scolaire pour être réadapté, etc., etc. Voilà, il a toujours dit ça. Donc, à partir du moment où il dit « moi, on ne m'a jamais dit la vérité, je voulais pas non plus empêcher ce gamin de retrouver une vie normale ». Voilà. On a vu à votre évocation que le collège avait des problèmes financiers. Est-ce que ça expliquerait en partie la fermeture relative des yeux sur le passé judiciaire ? Ça peut expliquer en fait effectivement un certain laxisme de la part du directeur. Et c'est vrai que la remise en liberté aussi de Mathieu Molinas était conditionnée au fait qu'il puisse réintégrer un nouveau collège. Donc l'un dans l'autre, c'est ce qui a rendu possible cette affaire. Alors Adrien Pelletier, vous êtes un expert en communication, vous venez régulièrement nous visiter. Cette affaire a quelque chose d'unique dans la manière dont elle a marqué l'opinion publique, racontez-nous. Oui, c'est un traitement médiatique unique pour une affaire unique, à commencer par cette décision de justice de condamnation à la perpétuité pour un mineur. La minorité qui est d'ailleurs au cœur de toutes les conversations, que ce soit sur l'assassin mais aussi sur la victime. Mais c'est également le profil psychologique de Mathieu qui a été extrêmement commenté. Et puis toutes ces défaillances, celle de l'État condamné, celle des psychiatres qui avaient conclu à la non-dangerosité de Mathieu, celle du directeur du collège qui connaissait le passif de Mathieu, qui ont été largement documentées dans plus de 4000 retombées médias et même dans un téléfilm en 2024, librement adapté du livre écrit par les parents du meurtrier. Alors, à une époque où les réseaux sociaux existaient déjà, mais n'avaient pas la place qu'ils ont actuellement, ceux-ci ont quand même joué un rôle important dans l'émotion suscitée par cette affaire.
Tout à fait. Non seulement les réseaux sociaux sont une source colossale d'informations et de témoignages sur cette affaire et ses protagonistes, mais c'est également sur Facebook que l'un des tout premiers avis de recherche a été émis sur une page d'anciens élèves afin d'aider les recherches et puis de recueillir des témoignages. Et c'est cette même page qui a annoncé à ses followers la découverte du corps d'Agnès avant même qu'elle ne soit rendue officielle via un post qui est toujours visible en ligne aujourd'hui. Et au-delà de ces nombreux témoignages d'élèves qui ont commenté des vidéos, des posts, puisque c'est une génération qui était très connectée, chaque année, en novembre, à la date d'anniversaire de la mort d'Agnès, des milliers de posts encore lui rendent hommage. D'accord, alors différents protagonistes ont pris la parole dans cette affaire, à des degrés variés, de manière assez inattendue quand même pour certains, je pense, la famille de Mathieu Molinas. Au-delà de son aspect judiciaire et des arguments de la défense, une affaire criminelle est bien souvent une affaire de communication médiatique. Et là, en l'occurrence, alors que les parents d'Agnès ne souhaitaient plus s'exprimer après la décision de justice, ceux de Mathieu, en revanche, ont répondu à de nombreux médias en les recevant chez eux ou en se rendant sur des plateaux télé et même des podcasts, une fois le jugement rendu, dans la perspective d'humaniser leur fils, de justifier l'appel de la première décision, mais aussi de raconter leur quotidien de parents à perpétuité, comme ils le titrent dans leur livre paru en 2016 chez Flammarion. Et alors qu'il n'est pas directement impliqué dans la procédure, qu'il n'est ni sur le banc des accusés, ni partie civile. Le père, donc Dominique Molinas, le père de Mathieu, a eu droit à 150 articles de presse sur sa personne. Et les parents d'Agnès ont dû sortir de leur silence en 2016 pour accorder une interview au Figaro et dénoncer cette indécence et une démarche qu'ils ont qualifiée de campagne de showbiz. Frédéric Lantieri, à la coupure publicitaire, tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez été particulièrement marqué aussi par l'attitude de Dominique Molinas, qui manquait de décence, à tout le moins. Oui, moi j'avais trouvé ça très choquant. C'est-à-dire que je pense que quand on a un enfant qui a commis une chose pareille, le minimum c'est d'être vraiment, de se faire humble, de se faire tout petit et de dire j'ai dû franchement, excusez-moi, passez-moi le terme, mais merder quelque part pour que mon fils fasse une chose pareille. Et pas se mettre sur le devant de la scène. J'ai trouvé ça tout à fait indécent et très choquant. Et surtout, en plus, on a appris quelque chose lors du procès, qui est toujours quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, la mère de Mathieu elle était née en prison, puisque sa mère elle-même, elle était donc je ne sais pas ce qu'elle avait fait, cette femme-là, mais en tout cas, elle était née en prison. Elle-même, après, avait été placée et elle avait été violée dans différentes familles d'accueil. Elle avait été violée à peu près toute son enfance. Et en fait, c'est à 18 ans, quand elle fait, je crois, des études de pharmacie, qu'elle rencontre donc le père de Mathieu, et qu'elle se dit, je vais m'en sortir, je vais me sauver, etc. Mais personne ne savait rien. Et je trouve très intéressant de se dire que cette révélation arrive donc au moment du procès, où elle finit par le raconter. Personne ne savait rien, aucun de ses enfants, même pas son mari, je crois. Ah oui. Oui. Et ça me rappelle souvent ce qu'avait dit Freud, qu'il faut 3 générations pour faire un psychopathe. Enfin, en tout cas, faire une psychose. Et donc, on a la grand-mère, la mère, et puis lui qui éclate, qui explose, en fait. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est très intéressant. C'est pas de la psychose généalogie, mais il y a quand même quelque chose de ça qui est intéressant à remarquer. Oui, et puis c'est relativement rare, c'est tout à fait exceptionnel, la psychose comme ça qui se quasi transmise. Je crois pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Non. Ah ouais, d'accord, ça c'était passionnant. Victor Lefebvre, la revue, donc Affaires criminelles, dont vous êtes le rédacteur en chef, est retournée sur place. Est retourné sur place au voir Chambon. le collège Sévenol. Voilà, donc ça fait 10 ans que le collège a fermé ses portes. Adrien Pelletier aussi a enquêté avec moi sur cette affaire. Et effectivement, c'est assez troublant de voir la façon dont le décor est resté inchangé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se retrouve dans les salles de classe, on le voit d'ailleurs dans les photos que nous publions dans la revue, on voit que tout est resté en l'état. Il y a les carnets de correspondance, le bec benzène, dans les laboratoires de physique, chimie, tout est resté dans son jus. Ça donne une atmosphère très troublante, un peu post-apocalyptique. En plus, on est en plein milieu des pins, donc on est en Haute-Loire, effectivement, vous l'avez dit, aux confins de l'Ardèche. C'est un lieu assez mystérieux, assez troublant, et tout est resté dans son état originel. Si j'ai bien compris ce que vous racontiez, Victor, comment on explique que la direction de l'établissement ait appris la disparition de l'élève après le déclenchement des recherches? Ça paraît invraisemblable. Alors, ça s'explique surtout par le fonctionnement du collège Sévenol, qui fonctionne sous forme de fédération. Donc, en fait, il y a un directeur de l'établissement, mais il y a aussi un collège plus largement. Ils n'étaient pas sur place. Ils n'étaient pas sur place et ils l'ont appris effectivement 24 heures plus tard. Seule donc la directrice, la maîtresse de l'internat, la responsable de la vie scolaire, que nous avons interrogé qu'Adrien Pelletier a interrogé pour cet article, témoigne sous couvert d'anonymat. Oui, en fait, c'est ce qui est complètement troublant, c'est que le soir de la disparition, en tout cas quand les élèves l'apprennent, elle tente de joindre le directeur à plusieurs reprises, elle appelle,
ça sonne en absence. Le responsable de l'internat n'est même pas là. Et donc, elle est obligée de mener les recherches toute seule. C'est la seule adulte présente à ce moment-là. Sur place, adulte dans un internat de plus de Au milieu 200 de la élèves. forêt. Oui, au milieu de la forêt. C'est incroyable. Ouais. Et parce qu'aussi, ils avaient des méthodes tout à fait particulières. Oui, oui. C'est-à-dire que quand Racontez-nous. Ouais. quand ce collège est créé, d'abord, on est en terre protestante. Ouais. En terre protestante, et ce sont vraiment les terres en plus qui ont sauvé et qui ont caché beaucoup d'enfants juifs, etc. Enfin, donc on est Et vraiment... c'est deux pasteurs qui ont créé le qui collège. ont créé le collège Sévenol. Hein, donc il faut bien comprendre un petit peu cette condition-là, enfin Cet héritage. cet héritage topographique et géographique. Mm. Et donc c'est quand ils décident de mettre en place, on veut vraiment mettre les nouvelles méthodes éducatives. Donc en effet, il y a un encadrement qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus lâche que partout ailleurs. On essaye justement, c'est pour ça que les enfants ont liberté tous les après-midi. Chacun fait un peu ce qu'il veut, choisit les méthodes qu'il veut, choisit les matières qui l'intéressent. Donc c'est aussi pour ça qu'Agnès Marin d'ailleurs va dans ce collège, parce qu'il a une réputation extraordinaire de liberté. Oui, et puis avec cette notion de liberté, où chacun choisit en fait d'autonomie totale. d'autonomie, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup moins d'encadrement. C'est surtout un établissement qui n'a pas de barrière, Bah oui. qui est directement relié à la forêt en fait. Et pourtant, Donc, il y ils a ont pas fait de- entrer le loup dans la bergerie. Exactement. Ouais. Terrible. Dans un instant, on va revenir sur l'affaire du collège Sévenol et on va continuer avec vous, Frédéric Lantieri, parce que vous avez rencontré des femmes profileuses de la gendarmerie. J'ai hâte de vous entendre à ce sujet. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans votre rendez-vous avec l'actualité judiciaire. L'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, actuellement en kiosque. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours, mon cher Stéphane. Et toujours également avec le rédacteur en chef de la revue. Rebonjour Stéphane. Rebonjour Victor. Puis, notre invité aujourd'hui est Frédéric Lantieri. Rebonjour. Rebonjour. Je rappelle que vous avez présenté et fait entrer l'accusé pendant 9 ans, 2011-2020, avec un certain Dominique Rizet, qu'on aime beaucoup ici, et vous nous gratifiez d'ailleurs dans la revue d'un grand portrait de Dominique Rizet. Vous lui avez posé toutes les questions. Grand entretien, oui. Ouais, grand entretien sur 7-8 pages, c'est très bien, très bien. Alors, nous parlons aujourd'hui d'un sujet moins joyeux, si j'ose dire. Nous parlons de l'affaire Agnès Marin et nous parlons du collège Sévenol. Victor Lefebvre, ce collège Sévenol dont nous venons de rappeler le glorieux passé, il est en difficulté financière. Il demande néanmoins 14 000 € par élève pour une année de scolarité. Oui, c'est des familles assez aisées puisque c'est 14 000 € la scolarité. Donc, et puis il y a eu des personnalités assez connues qui ont ciré les bancs du collège Sévenol. Pierre Bénichou, la fille de Jane Birkin aussi, qui est tragiquement morte il y a quelques années. L'astrologue aussi Elisabeth Tessier était au collège Sévenol. Et effectivement, ce qui est curieux dans cette affaire, c'est qu'entre l'assassinat d'Agnès Marin a lieu en 2011 et le collège lycée ferme ses portes en 2014. Donc ça a duré encore 3 ans. Et en fait, c'est au moment du procès, donc en 2013, que les familles des enfants ont appris qu'en fait le directeur de l'établissement savait que Mathieu Molinas était en fait récidiviste, et c'est à ce moment-là qu'ils ont retiré tous leurs enfants et que le collège-lycée a périclité en 2014, donc il y a tout juste 10 ans. Tout juste 10 ans. Et aujourd'hui, le collège, il est ouvert aux 4 vents. Il est ouvert aux 4 vents. Il y a alors parfois des squatteurs, il y a des tags. Il y a notamment, on avait vu dans un couloir de l'internat, il y a un tag écrit en majuscule. Ce lieu est hanté. Donc c'est une atmosphère quand même très lugubre au collège Sévenol. On se sent pas en grande sécurité, mais voilà, c'est ouvert aux 4 vents et les infrastructures sont restées en l'état. Elles étaient très modernes pour l'époque. Il y a notamment un gymnase qui est assez impressionnant avec très haut de plafond, qui donne une ambiance peut-être un peu de campus américain ou un peu de la série Twin Peaks pour ceux qui auraient vu. On est dans cette atmosphère de pain, de brume. C'est très. Il a eu peur, votre reporter, quand il était Et voilà, là. il a pris des risques. Il a pris des risques. Bon. Alors, Jade Serrano nous a rejoint. Bonjour Jade. Stéphane Simon. Ravi que vous soyez là. Vous avez écrit, je rappelle, un livre récemment qui est une enquête sur les cannibales, les hommes cannibales, les tueurs cannibales. Ces criminels absolument effrayants. Vous avez à cette occasion rencontré plusieurs praticiens experts en psychiatrie. On a l'impression dans l'affaire Agnès Marin, qui est tuée donc au collège Sévenol, que tout n'a pas été fait convenablement du côté des experts. Oui, effectivement, Victor Lefebvre l'a rappelé, 3 experts qui se succèdent et 3 experts qui n'en sont pas.
Et voilà le problème. Après, il y a une problématique différente concernant les mineurs criminels. C'est-à-dire que en deçà de 25 ans, il nous est impossible de prononcer une psychose ferme et définitive, en raison forcément du caractère mouvant de la personnalité des adolescents. En revanche, comme l'a dit Frédéric Lantieri, le premier viol, le premier crime commis par Molinas est extrêmement grave, et sordide, lugubre. Donc la dangerosité de Mathieu Molinas aurait dû être pointée du doigt, et ces 4 mois de détention paraissent totalement ridicules, ahurissantes, et mettent en danger finalement la société tout entière. Alors quand il sort de prison, au bout de 4 mois de détention, là il aurait dû être quand même assez accompagné, et on a l'impression que c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a un problème, effectivement, une faillite du suivi socio-judiciaire qui n'a pas été prononcée par la justice. Et puis, il y a aussi, de toutes les façons, au-delà du collège Cévenol, c'est un vrai problème dans l'éducation nationale de prise en charge psychologique. On déplore peut-être une infirmière, et encore qui est volante par établissement. C'est-à-dire qu'elle est là 1 à 2 fois par semaine. Donc, il n'y a pas de possibilité de suivi psychologique des élèves. Premier point. Second point, il y a une défaillance de la psychiatrie en général en France. On a perdu en 20 ans, l'espace de 20 ans, 8000 lits. Pour que les auditeurs comprennent bien, c'était en 2000, 1 lit pour 1000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes passés à 0,8 lits pour 1000 habitants. Quant à la pédopsychiatrie, donc à la prise en charge psychiatrique des enfants, nous avons à peu près une augmentation de 62% de la prise d'antidépresseurs chez les enfants, et notamment les moins de 6 ans. Ce qui nous mène à... Ce qui est fou. C'est incroyable. C'est le Haut Commissariat à la Famille qui a publié une étude il y a 2 ans. Et là, on est passé à 230 000 enfants en France sous psychotiques. Voilà, sous antipsychotiques, pardon. Alors justement, Frédéric Lantieri, lors de nombreux documentaires que vous pouvez faire, vous rencontrez beaucoup de psychiatres, d'experts psychiatres. C'est la grande faillite du moment aussi dans le milieu judiciaire. C'est quand même pas exactement la situation dont on rêve, quoi. Mais c'est la même chose, il manque énormément de moyens, comme toujours. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2-3 experts patentés, et puis le reste du temps, il n'y a plus personne, quoi. C'est ça. C'est quand même ça. Surtout qu'en plus, pour reprendre ce que vous disiez, je crois qu'actuellement, il y a une explosion, notamment de toutes les scarifications, de toutes les mutilations des jeunes filles, enfin des adolescentes. Et on ne sait absolument plus quoi faire. Je crois qu'à Robert Debré, par exemple, où quand même ils sont spécialisés, et notamment dans la prise en charge psychiatrique, il y a je sais pas combien de mois d'attente. Vous imaginez bien que quand vous avez une gamine qui passe sa vie à scarifier, à se mutiler, à se brûler les doigts, à faire des tentatives de suicide, se dire qu'il y a 6 mois, 9 mois d'attente, c'est absolument atroce. Et on peut d'ailleurs rappeler qu'une des victimes de la censure du gouvernement Barnier, c'était la grande cause nationale pour la santé mentale des Français qu'avait voulu décréter le Premier ministre qui a démissionné. D'accord. Alors, faisons une petite conclusion à cette affaire. Quelles leçons on peut tirer 10 ans après de la mort d'Agnès Marin ? C'est vrai. Compliqué. Oui, c'est compliqué. En fait, c'est très clairement, en effet, la faillite de la prise en charge judiciaire et psychiatrique. Et aussi parce que je crois qu'il y avait une SPIP qui devait normalement aller le voir régulièrement. Les SPIP, c'est les services de pénitentiaires d'insertion et de probation. Ce sont eux qui sont qui sont délégués pour suivre les gens qui sortent de prison, soit qui sont en suivi judiciaire, etc. Et je crois que la SPIP en question, elle n'a pu le voir qu'une seule fois. Elle a tellement de dossiers. Là encore, il y a tellement de dossiers et tellement peu de SPIP. C'est toujours la même chose. Quand il n'y a pas de moyens, on pourra jamais rien faire. On va multiplier les échecs. Multiplier les échecs. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que l'État a été condamné pour négligence et faute lourde. Il y a une double responsabilité de l'État dans cette affaire. J'ai entendu dans le récit fait par Victor qu'une des expertes était lituanienne, fraîchement elle ne parlait pas français. Elle ne parlait pas du tout français. Est-ce que ça veut dire qu'en plus on a un problème de vocation sur place et qu'on est justement obligé de recruter un peu partout, quitte à être un peu moins exigeant ? Mais je crois même pas. Elle avait vraiment des diplômes. Je me souviens plus de cette histoire, mais je crois que c'était
Oui, enfin, comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on recrute des médecins du monde entier, des infirmières du monde entier, et etc., on peut parler des professeurs qui sont aujourd'hui recrutés par dating. Si on se souvient bien, il y a des professeurs qui sont recrutés en 5 minutes. En 5 minutes, c'est absolument incroyable. Alors dans un instant, on va revenir sur le grand entretien que vous avez fait avec des gendarmes profileuses, Frédéric Lantieri, c'est absolument passionnant. On va se demander comment ce métier d'enquêtrice pourrait évoluer à l'heure de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on devient profileuse aussi? On se pose toutes ces questions dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et nous parlons de l'actualité de la police, de la justice, des faits divers, de faits de société. C'est votre rendez-vous, l'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles qui est en kiosque actuellement. Toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry, fidèle au poste, mon cher. De Victor Lefebvre, de Jade Serrano. Bonjour Stéphane Simon. Et de notre invité, Frédéric Lantieri. Merci d'être avec nous. Alors Frédéric Lantieri, on a parlé de l'affaire Agnès Marin du collège Sévenol, mais on avait aussi envie de vous entendre sur une des contributions que vous avez signées dans cette revue. Vous êtes allé à la rencontre de 2 profileuses de la gendarmerie. Il y en a également dans la police, mais là c'est... Non, elles sont dans la police, ils sont pas en titre. Ah, d'accord. Donc là, elles sont en titre. C'est-à-dire que, en fait, les profilers qui sont étiquetés gendarmerie, ce ne sont pas des policiers. Ils n'appartiennent pas au ministère de l'Intérieur ni au corps de la police. Contrairement donc aux profileuses de la gendarmerie, je vais franciser le terme, donc je vais dire profileuses. Profileuses. Les profileuses de la gendarmerie, elles appartiennent au corps de la gendarmerie, elles font partie du DSC, ça s'appelle le département des sciences du comportement, elles sont dans une caserne, elles ont un uniforme, une arme et tout ce que vous voulez. Oui. Mais la police ne fait pas du tout de profilage? Pas de manière officielle. Pas de façon conventionnelle. Ils font appel à des psychologues, il me semble. Oui, voilà, mais il y a des gens qui se prétendent profileurs de la gendarmerie, mais ça ne fait pas partie du corps de la police, qui fait partie du corps de la police. Alors, vous avez rencontré Stéphanie Lemahout et Audrey Renard, 2 profileuses. Leur métier est donc de réaliser l'analyse comportementale et psychologique des criminels. Alors, comment entrent en scène ces femmes? À quel moment de l'enquête elles interviennent? Alors, le problème, si je puis dire, c'est qu'elles n'interviennent que sur demande. C'est jamais systématique et automatique. Voilà. Quoi qu'il en soit, d'une façon générale, j'ai l'impression que les brigades de recherche ou les SR, etc., de la gendarmerie font appel à elles quand il y a des meurtres d'enfants, par exemple. Je crois que c'est quasiment général. Quand les meurtres sont particulièrement violents. Je crois que là c'est vraiment, et quand par exemple il y a aussi des multi, enfin il y a plusieurs séries, oui il y a plusieurs soupçons de sérialité. Oui, ça bien sûr, mais en plus quand il y a plusieurs personnes qui sont tuées dans une même maison, etc. Je crois qu'on fait appel à elles vraiment dans ce genre de choses. D'accord. Alors il y a quelque chose qui m'a passionné à la lecture de votre article, c'est que quand elles arrivent sur place, elles ne veulent rien savoir du dossier, même pas les pistes que les enquêteurs ont pu. Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Ouais. Elles sont là, elles regardent la scène de crime et elles en tirent un portrait robot, si je puis dire, du ou des criminels. C'est-à-dire que c'est un peu, dis-moi comment t'as tué, je te dirai qui tu es. Si on veut vraiment caricaturer un peu leur job. Donc elles arrivent dans un lieu, donc elles veulent être absolument vierges de toute information, si je puis dire. Donc elles arrivent et elles arrivent à déterminer des choses assez stupéfiantes. Donc elles arrivent à savoir s'il y a un assassin ou plusieurs. Alors après, elles ne savent pas dire s'il y en a 2 ou 5, mais en tout cas, elles peuvent dire s'il y en a un ou plusieurs. Et comment elles le voient, ça, par exemple? Parce qu'elles analysent tout. Les traces. Par exemple, elles sont capables de voir s'il y a une personne qui a fouillé ou s'il y en a plusieurs. Elles disent qu'il y a des façons de fouiller qui sont toutes différentes. Par exemple, ça c'est très intéressant. Il y a des gens qui remuent tout, des gens qui foutent tout par terre. Enfin bref, manifestement, il y a des façons de fouiller qui sont différentes. Elles sont capables de déterminer si l'individu est récidiviste. Ah oui. C'est assez incroyable. Elles sont capables de dire si l'individu a agi par haine, par une espèce de folie, ou est-ce que c'est vraiment improvisé. Ou si c'est un intérêt, que c'est calculé, que c'est froid. Elles sont capables de dire ces choses-là d'une façon incroyable. Ouais. Elles sont capables de dire si le cambriolage est une mise en scène.
Enfin, vraiment, et moi je le sais à plusieurs reprises. Enfin, par exemple, il y a un des dossiers que j'avais fait, et il y avait Stéphanie Lemahout là, que j'avais interviewée, et elle avait été capable de dire, c'est quelqu'un qui aimait la personne, ça l'a beaucoup, beaucoup perturbé de tuer cette personne-là. Vraiment, il aimait, enfin, c'était un neveu qui tuait sa vieille tante. Et elle disait, mais vraiment, ça lui a beaucoup coûté. Hein, ça, vraiment, c'était très compliqué pour lui. Vous devriez chercher dans telle et telle direction. Il n'a pas pu faire autrement, etc., etc. Et puis, en plus, comme elle n'est pas morte au bout du compte, ça va être très compliqué. Il va grossir, il va se mettre à faire de l'alcool. Enfin, et les enquêteurs ont vraiment resserré leur terrain de recherche. Et bien notamment, c'était ça. Et c'est quoi la base scientifique, alors, sur laquelle reposent toutes ces méthodes ? Alors ça, si vous voulez, c'est aussi des secrets bien gardés, j'imagine. Ouais. Hein. Donc elles sont formées, d'abord, elles font des études de psychologie, Évidemment. de criminologie, pour certaines de droit. Elles ont été Comment est-ce formées... qu'on devient profileuse, pardon, disons-le à la française. Comment on devient ça? Parce que ça peut créer des vocations, là, ce qu'on est en train de raconter ce matin. Oui, tout à fait. Donc en fait, elles postulent. Il y en a qui ont fait des stages, en fait. Hein. Je crois qu'Audrey avait fait un stage et qu'on lui a dit OK, on t'embauche si tu veux. Donc c'est des gens qui sont vraiment, par exemple Audrey, elle avait fait des études de psycho et psychocriminalité, elle se sentait pas du tout de se retrouver dans un cabinet ou à l'hôpital à soigner des gens qui étaient des simples névrosés ou qui étaient addicts ou je ne sais quoi. Ça l'ennuyait, voilà. Et donc là, elle a fait ce stage et puis elle a été très performante et on lui a proposé le job. Voilà. Donc en fait c'est une petite caste. Hein. Mais c'est un concours ? Non, pas du tout. Non, il y a un poste qui se libère et vous posez votre candidature. D'accord. Mais alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, on ne fait pas appel à elle systématiquement. Et pourquoi? Parce qu'il y a quand même énormément d'affaires, on le voit... on parle ici souvent de cold case, etc. Il y a énormément d'affaires qui gagneraient à avoir la visite, puisque même si c'est pas, comment dirais-je, une espèce d'absolue démonstration scientifique, c'est quand même bien d'avoir l'instinct. C'est quand même très objectif. Ah oui. C'est pas, elles ont aucune, enfin, vous voyez, elles sont pas là en train de vous dire, j'imagine que. C'est pas au doigt mouillé. Non, elles lisent pas dans le mar de café. Soyons clairs, c'est extrêmement objectif. Elles ont été formées par le FBI, par les Canadiens, qui ont appliqué des méthodes extrêmement scientifiques, concrètes, etc. C'est pas du tout à la va comme je te pousse. Hein, alors pas pourquoi est-ce qu'on les utilise pas davantage? Parce qu'il y a certains enquêteurs qui rechignent à ça, qui ont l'impression qu'ils perdent un peu de pouvoir, qu'ils n'ont pas besoin de ça, qu'ils vont se débrouiller tout seuls, etc., etc. Puis elles sont pas super nombreuses. Elles sont pas extrêmement nombreuses non plus. Non, mais je crois que si on fait appel à elles viennent tout le temps. Enfin, il y a aucune... mais il n'y a pas d'hommes profileurs. S'il y en avait un, là, mais je crois qu'il est en train de partir. Question intéressante de Jade, oui, effectivement. Est-ce que c'est un métier typiquement féminin? En fait, en la gendarmerie, ce sont la plupart du... D'abord, c'est une femme qui l'a monté. Ouais. Hein, c'est vraiment une femme qui a monté ça toute seule. Et puis après, elle raconte ça en se marrant, mais je pense que c'est un peu vrai. C'est-à-dire que les femmes cherchent à comprendre, et à savoir et à comprendre. Les hommes, eux, ils sont dans l'action. Donc eux, ils veulent faire une interpellation, évasion, une garde à vue, etc., etc. Elles s'en moquent un peu de sortir le flingue et d'aller... vous voyez, c'est pas leur truc. Elles, ce qu'elles veulent, c'est comprendre les mécanismes du crime. Voilà. Alors, elles font aussi autre chose de très passionnant, c'est qu'elles font aussi l'aide à la garde à vue. Ah oui. Oui. Alors racontez-nous justement, tiens, très concrètement, il y a une des deux femmes, je ne sais plus si c'est Madame Lemahout ou Renard, qui a eu tout de suite l'instinct pour, dans l'affaire Normal Lelandais, elle a su tout de suite en entendant en garde à vue le garçon qu'il y avait quelque chose qui clochait et que c'était peut-être lui. En fait, ces femmes, elles ont quand même un talent d'observatrice hors du commun, d'accord ? Et elles savent un petit peu quoi regarder. Donc, par exemple, elle, Stéphanie Lemahout, parce que c'est d'elle dont il s'agit, elle a été très étonnée par le comportement de Nordal Lelandais. Dans ses yeux ne passait rien. Il mangeait, il dormait tout à fait normalement. Rien n'avait l'air de le perturber. Alors, je rappelle aux auditeurs que sa femme a disparu et qu'il est soi-disant... Non, c'est la petite Maëlys. Ah, pardon, c'est moi qui me mélange. C'est la petite Maëlys. Voilà. Et en plus, elle disparaît dans un mariage et lui, la dernière personne à l'avoir vue,
En fait, il dit, mais non, la petite va voir ses parents en disant, ah, il y a ce garçon-là, cet homme, il me propose de voir ses chiens, est-ce que je peux aller voir ses chiens? Il lui dit, mais non, enfin bon. Et donc, lui qui reconnaît quand même qu'il lui a montré ses chiens, en fait, lui, après, quand on lui présente la photo, il la regarde comme s'il ne connaissait pas la gamine. Donc, il l'observe assez. Puis, ah non, je ne connais pas. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui vont totalement mettre la puce à l'oreille, si je puis dire, de Stéphanie, qui se dit, mais c'est pas possible, quoi. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est même pire que le mensonge. On ne peut pas ne pas être bouleversé, comme toute la France. C'est l'insensibilité. Par la disparition de cet enfant, qu'il est censé avoir vu, qu'il a connu, à qui il a parlé. Il a cette indifférence absolue et totale. Il ne se rebelle même pas. Il n'est même pas en train de dire « mais je suis un innocent, c'est un scandale absolu ». Il ne fait rien de tout ça. Donc, elle se dit « ce n'est pas possible ». Voilà, ce n'est pas possible. C'est lui. Et alors, le problème, c'est qu'elle a, pour le coup, elle n'a rien d'objectif. Oui, il n'y a aucune preuve à ce moment-là. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. Mais... donc ils sont tous là, il y a le procureur qui est là, le général, enfin ou le commandant qui dirige la brigade de recherche, il y a tout le monde et il y a au moins 50 personnes et on lui dit alors. Et elle est là, elle se dit qu'est-ce que je dis? Parce que je n'ai rien, j'ai pas d'éléments vraiment matériels, objectifs à leur soumettre. Mais de tous les invités du mariage, elle avait compris que c'était lui. Elle s'est dit c'est lui, oui. D'accord. C'est pas possible. Mais c'est les sciences comportementales, c'est celles-ci qui ont permis d'identifier aussi Jonathan Daval. Daval, c'est ça. Donc, avec qui je confondais tout à voilà, l'heure. lors de son comportement, notamment lors des obsèques de sa femme. Alors en vous lisant et en lisant votre interview de ces deux profileuses, j'ai vu que 96% des crimes sont commis par des hommes. Je savais pas. Eh oui. Bah oui. Bah oui. Incroyable. C'est bien. Et il y a aussi quelque chose de... et c'est nous qui sommes les victimes. C'est-à-dire que non seulement... mais aussi, il faudrait savoir le pourcentage de femmes qui sont victimes de ces cas-là. On sait que les féminicides sont très nombreux, évidemment, mais il y a aussi des hommes qui tuent des hommes. Hein. Ça, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a quelque chose aussi de frappant dans cette interview, c'est que ces enquêtrices disent qu'il y a de plus en plus de femmes complices de criminels. Ça aussi, c'est intéressant. Oui. Mais elles ne font que le constater. Alors, oui, il n'y a pas d'éléments d'explication. Est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau dans la criminologie? On se rend compte... En tout cas, c'est nouveau dans ce qu'elle remarque. Peut-être que jusqu'à présent, les femmes complices n'étaient pas... peut-être qu'aujourd'hui, la justice et les enquêteurs les mettent en cause, si je puis dire. Et qu'avant, on disait une femme, non, allez, on laisse tomber. Vous voyez, c'est-à-dire que souvent, les femmes des malfaiteurs, par exemple, n'étaient jamais mises en cause, enfin, etc., etc. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi le regard de la justice sur elle qui a changé. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'en tirer plus de conclusions que ça. Eh bien, Frédéric Lantieri, on était très heureux de vous recevoir ce matin. Formidable. Donc, je rappelle que vous avez deux grandes contributions dans Affaires criminelles. Je rappelle que vous continuez à travailler sur des documentaires. Oui, tout à fait. Donc, on espère vous retrouver très, très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment trouver la revue en kiosque. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, ce sera une spéciale Delphine Jubilard entre 12h et 13h. Tout de suite, Alain Merty nous emmène sur les routes des vins de France. Entre le sud de la Bourgogne et la Champagne. On va parler raisin précisément. Il est bientôt 13h. À tout de suite sur Sud Radio.